Allez, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là sur Boursorama avec nous. C'est parti pour Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on se demande si l'investissement responsable génère de la performance ou pas d'ailleurs. Bonjour Christophe. Bonjour David. Christophe Tardy, directeur de Morningstar pour la France. Question double pour vous. Est-ce que le ESG est un phénomène de mode? Et est-ce que l'investissement responsable, ça coûte ou ça rapporte? Allez, deux grosses questions. Là. Alors, deux belles questions. Bon, c'est assez facile la première, hein, non. Il y a toujours des effets de mode quand même. Hein. Il y a un effet de mode, mais tout le monde se rend compte quand même que la planète va pas très bien, que les inégalités augmentent. Donc il y a déjà une prise de conscience qui est importante. Donc ça, c'est pas un effet de mode, c'est une tendance réelle. Donc ça, c'est la première partie, mais bon, on va pas trop en parler parce que c'est moins sur la partie investissement. Mais sur la partie investissement, on voit aussi que les investisseurs ont pris conscience aussi qu'au-delà des critères financiers, il y avait toute une analyse et des facteurs extra-financiers qui jouaient sur la santé de la société, ses performances et donc ses performances en bourse. Donc là, c'est bien plus qu'une mode. Et chez Morningstar, on est bien placé pour en parler parce qu'on a racheté maintenant, il y a un peu plus d'un an, une société qui s'appelle Sustainalytics. C'est 1000 personnes, c'est 400 analystes. Et qui font quoi au quotidien? Donc c'est une société de notation extra-financière. Et quand on dit notation extra-financière, c'est qu'on va regarder les risques qui sont liés à l'ESG pour une société. Donc les risques sont assez nombreux et on va pouvoir donc voir. On parlait de ESG, peut-être qu'il faut le redire, environnement, social et gouvernance, donc sur les trois niveaux, sur les trois piliers. Et on va ainsi mesurer de 1 à 100 le risque. Comme il s'agit d'un risque... Donc la bonne note, c'est la note qui est basse. La bonne note, c'est la note qui est basse. C'est pas comme à l'école, quoi. Hein. Donc Total est mieux placé avec une note de 27 que peut l'être Exxon avec une note de 38, si mes souvenirs sont bons. Mais 27, c'est une bonne note? 27, c'est une note médium. De toute façon, Total est dans un secteur qui est difficile, l'énergie. Il est plus simple d'avoir des bonnes notes dans des secteurs dans la technologiques. Tech, évidemment. Exactement. Donc voilà, mais en tout cas, on prend en compte les efforts que font les sociétés justement pour verdir leur production. Donc quand on a une bonne note, donc une note qui est en dessous de 20, je ne sais pas, au niveau de 10, 15, c'est quoi une bonne note alors? Alors une bonne note, c'est de 1 à 10, c'est le risque est négligeable. Ensuite, de 10 à 20, il est faible. Non, c'est intéressant. 1 à 10, le risque est négligeable. Le risque est négligeable. 10 à 20, c'est un risque faible. Médium, c'est de 20 à 30. Bon, en gros, il faut avoir entre 0 et 20. Voilà. Est-ce que quand on est entre 0 et 20, donc on a un risque ESG qui est plus faible, environnement, social, gouvernance, on se dit que si le risque est plus faible, la performance boursière, peut-être qu'elle sera meilleure, puisqu'il y a moins de risques de controverses, d'accidents, Alors, j'aimerais vous dire oui, mais c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que le fait d'avoir une bonne note en termes ESG, d'être vertueux, ce n'est pas forcément une garantie d'une bonne performance en bourse. Maintenant, c'est positif pour les performances en bourse d'avoir une bonne note. C'est un peu compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est si on prend des exemples un peu plus précis, on va voir qu'il y a d'autres facteurs que juste la note ESG et le risque ESG dans la performance que l'on a pu voir ou en tout cas la différence de performance que l'on a pu voir entre des investissements ESG et des investissements qui ne le sont pas. Si je prends Morningstar, on a aussi des indices. Si je prends deux indices pour donner un exemple, en 2020, l'indice Morningstar Europe a fait moins 2 et quelques, moins 2,9 je crois. Au contraire, l'équivalent ESG, qui est le Morningstar Sustainable Europe, a fait plus 2%. Ah, mais il y a un petit écart quand même. Ah bah, il y a un gros écart quand même. C'est quasiment sur une année, c'est presque 5 points. De surperformance. Mais d'où ça vient? C'est peut-être pas forcément parce que c'est ESG, c'est aussi quand on regarde dans l'indice qu'il y a une surpondération de la partie tech, on va dire plus 2% sur le sustainable et une sous-pondération de la partie énergie. Et quand on regarde là encore des indices sectoriels, on voit qu'en 2020, là, il y a une énorme différence. Cette fois-ci, on n'est pas à 5 points de différence, on est quasiment à 50 points de différence entre le Morningstar Énergie qui a fait moins 18 sur 2020, Europe, et le Morningstar Europe Technologie qui a fait quasiment plus 30. Donc, si on est surpondéré sur une partie technologie en 2020, forcément, on a gagné. Mais ce n'est pas parce qu'on était ESG. Maintenant, il faut relativiser. 2020 est une année de correction. Et je pense que la partie ESG est peut-être plus importante, un aspect plus positif en période de correction.
Maintenant, depuis le début de l'année, les deux indices que j'avais pris en exemple, ils ont quasiment la même performance, autour de 15%. Ah bah, alors, je n'ai pas pris hier, parce qu'hier, il y a eu quelques soubresauts, mais... donc, pas besoin de prendre, s'ils ont fait la même performance, pas besoin de prendre en compte les critères ESG dans ces cas-là. Non. Sauf si on veut donner du sens à son épargne. Alors, il y a bien sûr donner du sens à son épargne, parce que si on ne garantit pas la surperformance, aucune statistique ne dit que ça coûte quelque chose d'investir en fonction de ses convictions. Au pire, ça rapporte pareil. Au pire, ça rapporte pareil. Le sens en plus. Ouais. Mais ça va même au-delà, parce qu'on parlait tout à l'heure de risque. Donc le risque, c'est quoi? C'est, je dirais, éviter les déconvenus. Et ça aussi, c'est un point important. À moyen terme, si je prends la gouvernance, par exemple, si je prends juste ce pilier-là, on a tous conscience qu'une bonne gouvernance pour une société, ça va mener à une meilleure stratégie, ça va mener, je dirais, à des résultats qui sont plus performants. Le Crédit Suisse avait lancé une étude sur le nombre de femmes dans les différents boards des sociétés. Et plus ce nombre est important, plus les performances boursières de la société sont bonnes. Bon, après, on pourra en parler plus tard si vous le souhaitez. Mais en tout cas, la bonne gouvernance... On pourra faire une émission carrément là-dessus. On fera une émission si vous voulez. La bonne gouvernance amène des bons résultats et donc des bonnes performances en bourse. De même, un risque de gouvernance, ça peut être important. On a des exemples dans le passé. On a Wirecard assez récemment où il y a eu des escroqueries qui ont mené à une faillite. Donc là, vous perdez tout. Et si on suit les controverses, parce que Morningstar, enfin Sustainalytics suit 83 000 sources, donc ça nous permet de récupérer toutes ces controverses, toutes ces petites annonces en fait, qui vont nous alerter. Et ça aussi, c'est un risque important. Le Dieselgate aussi. Il faudrait voir quelle était la note de Wirecard chez Morningstar avant que ça pète. En fait, les controverses, elles étaient à 5. Donc, alors, elles ont monté. Et en fait, ce qui est important aussi de voir, ce n'est pas simplement la note à un moment donné, c'est son évolution. Et à chaque fois qu'on voyait dans nos produits, c'est qu'on donne la tendance aussi. Donc, la tendance, en fait, ce qui est important, c'est le niveau, mais la tendance aussi. Voir si la note se dégrade ou si elle se bonifie. Est-ce que tout ce qu'on dit là, sur le long terme, c'est aussi ou encore pertinent? Sur le long terme, on parlait de risque moyen terme. Donc là, j'avais pris la partie gouvernance. Mais sur le long terme, c'est aussi très pertinent. C'est pertinent, mais alors peut-être plus sur un pilier environnemental. On a conscience... allez, prenons la pêche. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, il y a moins de poissons dans les océans. Si mon business il est uniquement lié à la pêche, peut-être que dans 10 ans, 20 ans, j'aurai du souci si je ne prends pas en compte ces risques. Et donc le risque ESG peut être élevé pour la société et donc bien sûr pour les investisseurs de cette société. Même chose pour des sociétés qui ont pour leur production, qui ont besoin de beaucoup d'eau pour leur production. Si l'une des deux fait attention à la consommation lorsque le prix de l'eau aura encore plus augmenté, eh ben, la première sera, à mon avis, je dirais, plus rentable pour l'investisseur. Je résume 2 secondes pour ceux qui nous rejoignent juste maintenant, là, à l'instant, sur Boursorama. Pas d'impact négatif démontré donc sur la performance, c'est ça, avec de l'ESG. On peut éviter aussi des risques importants, on l'a vu, notamment les risques réputationnels, les sorties de route, les accidents industriels, etc., etc. Moi, j'avais quand même en tête, en lisant la presse, en préparant un peu l'émission, que tous les fonds qui avaient une politique ESG active et sérieuse avaient de meilleures performances. Est-ce que les bases Morningstar le confirment? Oui. Alors là, on passe des entreprises au fond. On passe des entreprises au fond. Avant, par les entreprises, maintenant, on passe au fond. C'est-à-dire qu'il y a un filtre supplémentaire, il y a le gérant en plus, si on parle de gestion active. Donc lui, il va prendre en compte, lorsqu'il a une gestion ISR, ESG, il va prendre en compte les critères extra-financiers, en plus des critères financiers. Nos études, puisqu'on a fait des études, donc Morningstar a lancé en 2016 sur les fonds une notation qui est sous forme de globe. Donc plus le risque des sous-jacents, c'est-à-dire du portefeuille, des valeurs qui sont dans les fonds, est important, moins il aura de globes. Donc le risque ESG. Donc 5 globes, c'est très vertueux, 4 globes aussi, c'est très bien, et puis 1 globe et 2 globes, au contraire, ce sont les fonds qui sont le moins ESG. Les fonds qui sont 5 globes, ils surperforment le reste de la concurrence? Alors, rapidement, oui. Ouais. Maintenant, comment on a fait ça? On a fait une étude, on a récupéré tous les fonds qui avaient une note sous forme de globe, les fonds actions, les fonds obligations. Là-dessus, on les a comparés pour chacune de leurs catégories à un indice qui fait référence dans leur catégorie. Donc, si on prend par exemple des actions France, on aurait pu le comparer au CAC 40. Ouais. Et en fait, on voit que les 5 et 4 globes ont, en 2020, battu leur indice dans 46% des cas, obligations. Ouais.
Et au contraire, ceux qui avaient un ou deux globes, 30%. Ce qui est probant, c'est que plus on a de globes, mieux on se comporte. C'est surtout ça ce qu'il faut voir, parce que de toute façon... Le verdict de l'étude, c'est quoi alors? Le verdict de cette étude? Le verdict, c'est oui, l'ESG a apporté une surperformance en 2020, et notamment en période de correction. Et ce que j'ai fait, alors, en plus, je dirais, mais là, c'est moins académique parce que c'est moi qui l'ai fait. Et du coup, je pense qu'on peut plutôt questionner ces résultats. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai pris les fonds qui avaient le pilier E, environnement, la meilleure note en E, la meilleure note en S et la meilleure note en G. Et en fait, sur les différentes périodes que j'avais retenues, j'ai pris uniquement les fonds Action Europe. On avait le pilier, ceux qui avaient la meilleure note en pilier G, qui avaient à peu près 9,79%, enfin à peu près, qui avaient 9,79% en moyenne sur 3 ans en annualisé. Les fonds qui avaient la meilleure note en G avaient 9 et quelques, 9,20, et puis au contraire, la meilleure note E, 8, et enfin, la catégorie globale, c'était 7,80. Donc, le meilleur, il y avait une espèce de hiérarchie sur ces performances. Et la meilleure performance pour la gouvernance. Meilleure performance pour la gouvernance. Alors après, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le délai. La conclusion, c'est quoi? D'avoir ventilé, comparé le E, le S et le G, les performances pour chaque, les performances pour chaque... C'est pour aider l'investisseur, en fait. C'est qu'est-ce que lui va voir? Est-ce que lui veut investir en fonction de ses propres convictions? Et donc, du coup, il peut même mettre de l'exclusion, c'est-à-dire que quelqu'un ne veut pas investir dans les armes. Enfin, je dirais, dans l'investissement, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a déjà donc, ses propres convictions. Il y a aussi son horizon de placement aussi. Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Et du coup, là, on est vraiment, avec les critères ESG, sur quelque chose qui peut compléter l'analyse avant l'investissement. Donc, faut-il choisir, j'y pense, mais faut-il choisir des fonds qui ont, encore une fois, 5 globes? Si on veut maximiser, encore une fois, la probabilité d'avoir une performance. Moi, je dirais oui. Je dirais oui pour la planète, je dirais oui pour la société, je dirais oui pour votre portefeuille. Donc voilà, donc à la question, c'est la question du jour, on se quitte là-dessus. L'ESG, ça coûte ou ça rapporte? Ça ne coûte pas, et dans le meilleur des cas, ça rapporte, et dans le pire des cas, ça ne coûte pas. C'est ça le résumé. J'ai bien résumé. Bon voilà, merci en tout cas, explication signé Christophe Tardy, directeur de Morningstar pour la France, et ça vaut le coup revient la semaine prochaine, ici même, sur Boursorama.